Moi, ça m'a ouvert les yeux sur le fait qu'on pouvait écrire un livre, écrire sur la jaquette une histoire vraie, et ensuite inventer 90% de son contenu. J'en ai parlé à G et je lui ai dit, G, tu crois à cette histoire? Et il m'a dit, je suis un écrivain, c'est ce que je fais, j'écris, c'est tout. Tu sais, que ce soit vrai ou pas, ce n'est pas à moi d'en décider. Évidemment qu'il a pris des libertés. Nous ne soutenons pas cet aspect de l'horreur d'Amityville. Peter Jordan et Rick Morgan mirent Jay Hanson devant les preuves que son livre n'était pas une histoire vraie, mais une œuvre de fiction. Il m'a dit, vous niez tout. Vous êtes un sceptique, qui aime écrire des histoires de non-fantômes. Moi, j'aime gagner de l'argent. Jay m'a dit, je suis un écrivain. Et tout ce qui m'intéresse, c'est d'écrire un best-seller pour me construire une villa à Majorque. Et ne plus jamais avoir besoin d'écrire. Et il m'a dit, je vous prédis qu'un jour vous serez assis ici, fauché, en train d'écrire vos petites histoires de non-fantômes. Et moi je serai dans une île aux Bahamas ou ailleurs, avec un wagon de pulls en cachemire. Et je me souviens avoir pensé que c'était tellement cocasse, et j'ai gloussé. Et il a dit, qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Et j'ai dit que c'était le fantasme le plus ridicule qu'un millionnaire puisse avoir. Et après ça, un jour que je rentrais en voiture à Long Island, j'ai entendu à la radio que Jay Hanson, l'auteur de l'horreur d'Amityville, avait eu une crise cardiaque. Et je me suis dit, oh non, il ne pourra jamais profiter de son wagon de pull en cachemire. Hanson a gagné des millions avec Amityville. En comparaison, on dit que les Lutz n'ont touché que 250 000 $. Malgré tout, George soutient l'auteur et son livre, mais il est plus réservé à propos des films. C'était un travail très difficile pour lui d'expliquer une chose à laquelle il ne croyait pas ou qu'il ne comprenait pas. Et il est parvenu à faire un livre très exact, très précis comparé à tout ce qui a été fait depuis. Le film original a pris beaucoup de liberté, avec le sang qui coulait des murs et les mouches qui attaquent le pasteur. Ils auraient pu aussi bien les représenter comme elles étaient dans la réalité. Ça m'était égal que ce soit ou pas une histoire vraie. Mais ça n'avait pas d'importance pour moi. Il fallait que je crée ma propre réalité. Pendant 25 ans, 28 ans, peu importe. J'ai eu un gros problème avec le premier film, et maintenant, c'est presque un documentaire comparé à ce qu'ils ont fait récemment. George Lutz détestait tellement les derniers films qu'il a intenté un procès à la MGM. Ce fut la dernière de ses nombreuses actions légales pour protéger sa version des faits. Il est mort paradoxalement le jour où l'affaire a été réglée, à peine un an après la mort prématurée de sa femme Cathy, en 2005. Elle et moi avons vécu cette expérience ensemble, et on est passé à autre chose ensemble. On a essayé de l'expliquer au monde, ensemble si vous voulez. Sa disparition signifie que j'ai perdu celle qui a partagé cette expérience avec moi. Cela ne donne pas le droit à qui que ce soit de créer une version révisionniste de ce qu'elle avait à dire de son vivant. Mais il y a des gens qui croient que les disparitions de George et Cathy Lutz sont les exemples les plus récents de l'influence maléfique de la maison d'Amityville. Une des choses qui lui sont arrivées dans cette maison, c'est qu'elle s'est regardée dans un miroir et qu'elle a vu cette vieille femme dans le reflet. Elle est morte à Phoenix, d'une maladie respiratoire qui l'a fait vieillir de 30 ans. Et quand elle est morte, elle avait l'air très vieille. Ça a touché Ronald DeFeo d'une certaine manière. Ça a touché les Lutz d'une autre manière. Ça touche tous ceux qui entrent dans cette maison. Beaucoup de choses se sont passées dans cette affaire. Et ces morts inhabituelles, il faut les attribuer à des coïncidences. Et rien d'autre. Les gens veulent croire à quelque chose de surnaturel. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Il y a un paradis, il y a un enfer, il y a des prières exaucées, il y a des esprits, il y a des fantômes. On veut croire à ce genre de phénomène. On en éprouve le besoin. Et sur ce besoin se greffe le facteur crédulité. Franchement, quand quelqu'un dit « Oh, c'est une histoire vraie », c'est l'événement le plus documenté de ce genre.
En termes du nombre de gens impliqués, de témoins directs, de ceux qui ont maintenu leur témoignage sans rien y changer pendant toutes ces années. Si je crois qu'ils sont restés dans cette maison pendant 28 jours? Non. Catégoriquement, sans aucun doute, non. Je pense qu'ils avaient planifié toute l'affaire et qu'ils avaient l'intention d'en tirer un livre et gagner beaucoup d'argent. Et vous savez quoi? C'est ce qu'ils ont fait. Quand une histoire est trop belle pour être vraie, et c'en est un exemple parfait, probablement l'exemple le plus monumental de succès que j'ai jamais rencontré et que je ne rencontrerai jamais de toute ma vie. Je ne crois pas que je verrai un autre Amityville. En tout cas, je n'espère pas. Ils n'étaient pas là. Ils n'ont pas vécu cette expérience. Et pourtant, ils voudraient vous l'expliquer à vous. Et ça ne rend service à personne. À moins qu'on attrape l'esprit, qu'il se montre et qu'il nous explique pour la caméra, et je doute que ça arrivera, on ne saura jamais. Et on continuera à poursuivre cette chose qui nous échappe, quelle qu'elle soit. L'occupant actuel de la maison ne croit à rien de tout ça. Croire ou ne pas croire, ça n'a rien à voir avec les événements. Je ne lui souhaite que du bonheur. J'espère que des incendies spontanés ne perturberont pas son sommeil ou une autre de ses activités. Et j'attends les gros titres, si ou plutôt quand ça arrivera.